Bonsoir à tous, merci de nous suivre pour commencer le sommaire de ce journal. Plus de 10 millions de travailleurs indépendants en Côte d'Ivoire pourront bénéficier de la couverture sociale. Ce 17 juillet, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi visant à élargir le régime de prévoyance sociale aux travailleurs indépendants, en plus des salariés. Les détails en ouverture de la rubrique économique. 28,86 millions de dollars, c'est le montant de l'appui financier que la BAD doit apporter à la Somalie pour la réalisation de projets de développement. 200 000 personnes devraient bénéficier de ce financement qui s'inscrit dans le cadre du soutien aux initiatives de développement durable des autorités de Mogadiscio. Le commerce du charbon en Côte d'Ivoire, c'est le thème du dossier entrepreneuriat de ce mardi 23 juillet. Comment se porte la filière malgré la vulgarisation du gaz butane dans les foyers abidjanais? Le reportage vous sera proposé juste avant la tombola Selped Monnaie. On démarre avec le Sénégal où doit avoir lieu demain mercredi 24 juillet 2019, l'inauguration des nouveaux locaux de Campus France à Dakar sous l'égide de l'ambassade de France au Sénégal. L'occasion pour l'ambassadeur de France, Christophe Gibaud, de remettre des bourses d'études à certains étudiants sénégalais méritants et de se prononcer sur la question des visas étudiants. Et ce communiqué du ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie relatif à l'ouverture des 3 concours d'entrée dans les établissements d'enseignement artistique et culturel au titre de l'année académique 2019-2020, les candidats désireux de se présenter à ces concours sont donc invités à faire parvenir leur dossier à la sous-direction des établissements d'enseignement artistique et culturel pour les filières suivantes: art plastique, art appliqué, musique, art dramatique. Les inscriptions ont été lancées le 3 juillet 2019 et les dossiers doivent être déposés au siège du ministère de la Culture et de la Francophonie au sein de la direction de la formation artistique et culturelle dans le quartier d'Angré 9e tranche Star 11. Pour tout renseignement, veuillez appeler au 88 05 52 95, au 22 46 69 67 ou au 56 44 69 42. Comment comprendre la notion du patrimoine dans le milieu financier? La question a fait l'objet d'un entretien avec l'économiste Zamblébi Emmanuel et Boko Emmanuel dans le cadre de l'émission Le magazine de la finance sur 2OF TV. Quelques extraits de cet échange avec la réalisation. De façon pratique, qu'est-ce que le patrimoine et plus précisément dans le cadre d'une entreprise et de quoi se constitue-t-il? Merci. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens que possède une entreprise. Et on peut aller plus loin dans la définition, disant que c'est l'ensemble des biens, mais en fait, les droits, les dettes, également les obligations de l'entreprise constituent donc le patrimoine de l'entreprise. Maintenant, de quoi est-ce que ça se compose effectivement? Le patrimoine peut être constitué sous forme d'immobilier ou bien sous forme financière ou bien même sous forme, j'allais dire, professionnelle. À ce moment-là, il s'agit là de questions d'ordre de brevet et autres, tout ce qui relève, voilà. Et quand c'est financier, il s'agit des placements, les placements bancaires, placements en bourse et en assurance. Quand il s'agit de l'immobilier, c'est les constructions, les terrains et quoi d'autre encore, tout ce qui constitue en fait le titre foncier et tout ça, voilà. Dans une société de capital, par exemple les sociétés anonymes, vous allez voir que la situation est différente. Parce que là, vous n'êtes pas... Votre patrimoine se différencie du patrimoine de l'entreprise. Alors dans ce cas, quelle méthode utiliser pour la gestion efficiente du patrimoine? Non, en ce qui concerne la méthode, il faut d'abord voir
comment est-ce que, d'abord, ceux qui sont les spécialistes dans le domaine, ce sont les gestionnaires de patrimoine, ok? Et ceux-là vont étudier et voir quelle est la valeur de votre patrimoine et quel est le type de patrimoine, comment investir, quelle est la décision de gestion qu'il faut donc adopter pour que votre patrimoine vous soit rentable, parce qu'au final, c'est d'accroître en fait la valeur. Donc la méthode que j'allais dire, c'est cette méthode-là qui conduit à accroître donc la valeur de votre patrimoine, qui conduit donc à accroître la valeur marchande de votre patrimoine. Donc il n'existe pas de méthode fixe, de méthode A plus B égale à C? Il n'existe pas de méthode fixe. C'est une méthode qui est adaptée, j'allais dire, à l'entreprise. Voilà. Ce qui est adapté à l'entreprise. D'accord. Donc, qui parle de biens parle évidemment d'impôts, surtout dans le cadre de l'entreprise. Oui. Et à quel moment donc intervient la fiscalité dans la gestion du patrimoine? Oui, la fiscalité intervient, j'allais dire, à deux niveaux. Il y a d'abord sur les biens en question, sur le patrimoine en question, et puis sur le revenu du patrimoine aussi. Voilà. Par exemple, si vous avez acquis, par exemple, des titres immobiliers, bon, il y a les impôts que vous payez chaque année. Et si vous avez mis votre immobilier en location, il y a des impôts que vous payez sur cela. Donc, ça fait, il y a le revenu. Il en est de même également pour les titres financiers. Lorsque, par exemple, vous êtes actionnaire ou bien obligataire, vous subissez des impôts, mais ces impôts-là sont appelés les IRVM, c'est-à-dire impôts sur les revenus, voilà, des valeurs mobilières, voilà, que vous payez aussi. Donc l'impôt s'applique à deux niveaux, sur le patrimoine lui-même et également sur le revenu du patrimoine. Un rééquilibrage du régime de protection sociale pour tous les types de travailleurs en Côte d'Ivoire. Depuis le lundi 17 juillet, le gouvernement ivoirien vient d'adopter un régime de prévoyance sociale dédié aux travailleurs indépendants. L'objectif de cette mesure est de permettre aux nombreux travailleurs indépendants exerçant dans divers secteurs d'activité de bénéficier des mêmes avantages que les salariés dans le système de prévoyance sociale. Ce sont donc les millions de travailleurs indépendants qui pourront jouir d'une couverture sociale contre les risques potentiels encourus dans le cadre de l'exercice de leur métier. Deux nouvelles centrales solaires seront bientôt construites au Sénégal dans le cadre du programme Scaling Solar. 38 millions d'euros seront donc mobilisés en termes de financement de la part de la Banque mondiale, de Proparco et de la Banque européenne pour la réalisation de ces chantiers dont le but est de réduire les inégalités dans l'accès à l'électricité des populations des zones rurales. Les deux infrastructures auront une capacité de production de 60 MW au bénéfice de près de 600 000 personnes dans les régions du centre du Sénégal. Scaling Solar est une initiative de la Banque mondiale qui offre un ensemble de services englobant l'assistance technique, une documentation standardisée, des financements préapprouvés et des instruments d'assurance et de garantie aux États d'Afrique subsaharienne. La Banque africaine de développement va débloquer 28,86 millions de dollars en faveur de la Somalie pour soutenir les projets de développement durable entrepris par le gouvernement. L'annonce a été faite par la directrice générale régionale adjointe de la BAD pour l'Afrique de l'Est, Nena Mouboufo, selon qui ce financement devrait contribuer à accroître le niveau d'accès aux infrastructures de base des populations vulnérables. Répartition de la cagnotte, 11,99 millions de dollars seront adressés à un projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement urbain dans les milieux
et dans les villes de Kismoya et de Baidoa, tandis que les 16,86 millions de dollars restants sont destinés à la réhabilitation de 247 km de routes et à la construction de nouveaux 100 km. 200 000 personnes devraient être impactées par la réalisation de ces projets. Direction le Mozambique où la société chinoise CITIC Construction a été cooptée pour la réalisation d'un vaste chantier de 35 000 logements sociaux dans 4 provinces du pays. Selon la répartition du gouvernement mozambicain, 15 000 logements devraient être sortis de terre dans le sud, 10 000 dans le centre et 10 000 autres dans le nord. Le tout sur une période de 5 ans pour la durée des travaux. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière le ministre mozambicain en charge du logement, João Machatin. Une situation qui pourrait avoir un impact limité sur l'accès au logement des populations avec des coûts de logement de l'ordre de 30 à 40 000 dollars. Pour un pays dont le seuil de pauvreté est de 54,7% de la population. Lancement à Pékin ce lundi 22 juillet de la première bourse des valeurs technologiques chinoises. Star Market, c'est le nom de cette nouvelle place boursière qui se positionne comme une virale sérieuse face aux géants américains du Nasdaq. Pour la journée d'hier, 25 entreprises se sont faites enregistrer, dont la société publique China Railway Signal and Communication, qui a levé en quelques heures qu'1 milliard d'euros pour l'heure. Les géants du secteur technologique chinois sont absents, mais elles devraient marquer leur présence sur le marché grâce à une politique d'attraction mise en place en vue d'attirer les grandes firmes locales telles que Alibaba ou Tencent, actuellement cotées à New York. L'intelligence économique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi emploie-t-on spécifiquement le vocable intelligence? La question a été posée aux populations dans les rues d'Abidjan et voici les réactions rapportées par notre équipe de reportage. Selon moi, l'intelligence économique, c'est savoir gérer ses biens et puis investir dans les entreprises pour pouvoir mieux économiser ses sous, puis réaliser des choses avec demain. L'intelligence économique, j'ai l'impression que ça a une coalition avec l'économie. Voilà. C'est peut-être créer des microfinances, s'approcher des microfinances et surtout prendre des conseils auprès des banques et l'ouverture des comptes et tout ça. Je pense bien que c'est dans ce motif-là. L'intelligence économique. À vrai dire, pour être franc, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, mais je pense que ça doit être un truc de stratégie, de mise en place pour pouvoir, amener à bien une activité commerciale ou un produit, voilà, ou bien même d'un pays. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre cet élément proposé par la rédaction dans le cadre du doc. L'intelligence économique est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de diffusion de l'information utile aux acteurs économiques en vue de son exploitation. On peut y ajouter les actions d'influence et de notoriété ainsi que celles liées à la protection de l'information. Elle se distingue de l'espionnage économique et ou industriel car elle se pratique ouvertement et utilise uniquement des informations blanches ou grises par des moyens légaux. Pour aller plus loin que le cadre légal, les professionnels du secteur conçoivent l'intelligence économique dans un esprit de déontologie et d'éthique. Ainsi, le syndicat français de l'intelligence économique, SINFI, le seul syndicat du secteur,
qui a succédé à la Fédération des professionnels de l'intelligence économique en 2010, impose la signature d'une charte d'éthique à ses adhérents. Elle peut être complétée par d'autres intelligences, comme l'intelligence sociale, qui organise la mutualisation de l'information dans un but de performance collective des différents acteurs économiques. Le terme intelligence économique vient d'une traduction de l'expression anglaise competitive intelligence, mais elle peut s'entendre plutôt dans sa double acceptation francophone interligère, faire le lien entre plusieurs éléments, et anglophone renseignement. Les spécialistes du domaine résument l'intelligence économique en un triptyque. Veille, acquérir l'information stratégique pertinente. Protection des informations, ne pas laisser connaître ces informations sensibles. Et influence, propager une information ou des normes de comportement et d'interprétation qui favorisent sa stratégie. De plus, l'intelligence économique ne se limite plus aux entreprises, mais devient de plus en plus un enjeu d'État. C'est notamment tout le débat sur le patriotisme économique. Je vous l'annonçais au sommaire, c'est du business du charbon de bois que nous parlerons dans notre dossier entrepreneuriat. Cette activité a permis dans un passé récent à de nombreuses populations d'aspirer à se bâtir grâce à la prospérité du secteur. Mais comment les détaillants de cette matière première gèrent-ils la situation actuelle avec la vulgarisation du gaz butane dans les ménages ivoiriens? C'est un reportage signé Christian Ago et Karamoko Adama. Entre autres activités les plus porteuses dans le microscope entrepreneurial ivoirien, la vente de charbon de bois qui pendant longtemps a été pour beaucoup de micro-entrepreneurs une source de revenus appréciable pour les micro-entrepreneurs en quête d'activité en Côte d'Ivoire. Avec la cherté des bouteilles de gaz à une certaine époque, les populations à revenus moyens préféraient se tourner vers cette matière première très prisée pour la cuisson en Afrique, non seulement en raison de son type de commercialisation en détail, mais surtout parce qu'à défaut d'avoir la possibilité de se procurer une bonbonne dans l'immédiat, le charbon représentait la meilleure alternative pour nourrir les familles. Cette situation avait permis la revalorisation d'une filière peu rentable avec la multiplication des commerces de charbon dans la plupart des bourgs de la capitale économique ivoirienne et une présence plus forte des nationaux dans le système de commercialisation. Le sac, souvent on gagne 200, souvent c'est 300, souvent 100 francs même on gagne sur un sac. Donc c'est ça, ce qu'on gagne. Bon, j'envoyais 118, il me reste 40 sacs. Il faut le dire, la filière charbon, quoiqu'ayant été un vivier important de création d'emplois dans le secteur informel, a très vite été noyée par la politique d'accessibilité au gaz butane mise en place par les pouvoirs publics, qui a permis de faire chuter les coûts du butane pour les ménages ivoiriens. Du coup, cette activité qui suscitait un certain enthousiasme pour les populations en manque d'emploi prenait du plomb dans l'aile avec un niveau de demande en baisse. Je vends le sac à 2300. Je prends 100 pour placer. Je place les gros là à 100 francs. Les petits, comme ici là, je mesure la boîte à 50. C'est comme ça ils vont. Il y a des fois je verse un sac, je vois au moins 500 comme ça. Donc c'est comme ça il fait pour manger, pour payer mes habits. Outre cette démocratisation du butane, la filière charbon a également pâti du coût trop élevé du format de boîte utilisé par les détaillants pour le commerce. Pour un achat de 100 francs, la quantité servie était jugée insuffisante pour satisfaire les besoins de cuisson des foyers. Rien que pour une sauce ordinaire, les ménagères se voyaient contraintes de s'en procurer pour un montant minimal de 300 francs CFA. Une réalité difficile à supporter sur le moyen terme pour des portefeuilles amaigris. Cependant, le charbon reste un produit assez présent dans les quartiers des grandes agglomérations de Côte d'Ivoire, puisqu'il permet de dépanner les foyers dans l'urgence en cas d'épuisement des bouteilles de gaz ou de pénurie.
Ce qui fait tout de même l'affaire de certains commerçants qui se maintiennent tant bien que mal dans l'activité. Un peu que je gagne, je me débrouille avec. Je fais ce que je peux faire avec, je nourris mes enfants, c'est tout. Jusqu'à présent, il n'existe pas de véritable cadre réglementaire pour rationaliser la politique d'exploitation et de commercialisation du charbon. Cette absence de suivi institutionnel plonge la filière dans une précarité informelle qui aurait pu être palliée par une organisation mieux structurée de sorte à permettre à ces acteurs d'en tirer un meilleur profit. Passons maintenant à la tombola ici avec la CLP de monnaie. Avant de passer au tirage, on va suivre cet élément. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CLP de monnaie. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CLP de monnaie, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CLP de Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CLP de monnaie sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CLP pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CLP de monnaie. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CLP de monnaie qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CLP de monnaie, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CLP ou dans l'agence CLP la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.clpdefinance.com. Sans plus tarder, passons au tirage de ce soir. Alors, le gagnant de ce soir nous vient de la localité de Korogo avec pour code Tombola E004038. E004038. Voilà, c'était tout pour la Tombola CLP de monnaie. Jetons maintenant un coup d'œil sur le cours du franc CFA zone Afrique de l'Ouest de cette journée. Voilà, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur 2EF TV. Au revoir.